Il n'y a que 3 types de personnes qui ne ressentent pas les émotions négatives. Les psychopathes, les personnes mortes et ce gars-là. Les études nous montrent que les personnes qui sont à la recherche du bonheur finissent par être moins heureuses et sont plus susceptibles de tomber en dépression. Et si la recherche du bonheur te condamnait à ne jamais le trouver? Et si la souffrance était en fait ton plus grand allié? Je suis allé enquêter dans les endroits les plus sombres de l'humanité pour trouver la réponse à cette question. Qu'est-ce que le bonheur? Comment le trouver? Prends une seconde. Souviens-toi la chose dont tu es le plus fier. Est-ce que c'est arrivé dans un moment d'euphorie, de bonheur, tu te sentais bien depuis des semaines, des mois? Ou est-ce que c'est arrivé dans la conquête d'un moment difficile, après une tâche ardue ou après un moment de tristesse que tu as eu? Dans cette vidéo, nous allons voir le véritable rôle du bonheur et dans une deuxième partie, les derniers hacks que la science nous donne pour trouver plus facilement le bonheur, être plus heureux, plus épanoui et s'éloigner de la souffrance et de la frustration. Alors tout le long de cette vidéo, on a ce gars-là, c'est Pierre. Il va nous suivre tout le long. Il a une famille, un chien, une magnifique voiture et il va nous permettre d'imager les différentes situations qu'on va rencontrer vis-à-vis du bonheur. Première chose, lorsque l'on parle de bonheur, on parle très rapidement de plaisir, de désir. Est-ce que pour être heureux, il faut satisfaire tous ces plaisirs? J'ai étudié la question et la réponse est assez complexe et nous amène très rapidement sur le terrain des addictions. Je ne sais pas toi, mais moi, une fois que j'ai quelque chose, je m'en lasse assez vite et il m'en faut plus, toujours plus. Est-ce que ce serait pas même le propre de l'homme? Alors en exemple, souviens-toi notre ami Pierre qu'on a vu juste avant. Imaginons que d'un seul coup, Pierre décide de combler tous ses désirs, de manger tout ce qui lui passe par la tête, de satisfaire son appétit sexuel de n'importe quelle façon, de jouer, de parier de l'argent, de boire de l'alcool, de se droguer, bref, tous les plaisirs de ce monde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va très rapidement développer une addiction à la plupart de ces choses. Parce que ce neurotransmetteur à l'intérieur de sa tête, la dopamine, va lui manquer. Et regarde bien ce schéma que j'ai trouvé lors de mon enquête sur une vidéo de 2 heures avec Anna Lomke et Andrew Huberman. On peut voir que le wanting va augmenter. Il va avoir de plus en plus envie de faire les choses. À l'idée de faire les choses, il va avoir beaucoup de plaisir. Par contre, en pratiquant les choses, son liking, le plaisir de faire, va diminuer. Il va vouloir de plus en plus et le plaisir va diminuer, qui va l'amener à rendre toutes ses pratiques encore plus fortes et encore plus hardcore. Il va boire plus d'alcool, il va se droguer plus, il va manger plus, il va regarder du contenu porno encore plus hard, il ira toujours plus loin, jusqu'à avoir complètement épuisé ce neurotransmetteur, l'avoir complètement fait cracher et se retrouver dans un niveau de dépression. Et à ce niveau-là, peut-être qu'il aura les ressources pour sortir de ça, il lui faudra lutter, ou peut-être qu'il plongera dans des années et des années de dépendance. Donc, recherche de plaisir pour trouver le bonheur, on le barre. C'est pas là-dedans qu'on va trouver le bonheur. Alors j'ai continué mon enquête. Je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que l'on recherche tous le bonheur? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que l'on recherche tant? Je vois tous les gourous et tous ces livres de développement personnel qui nous disent comment être heureux au quotidien, la culture de ce bien-être, la psychologie positive et tous les mouvements qui vont avec, alors que ce bonheur, au final, il ne nous fait pas grandir. Il nous rend parfois faibles, il nous rend aveugles, il transforme la vision qu'on a de la réalité, et pourtant, c'est le Graal. Après tout, un moment de bonheur, ça n'a pas de prix. Ce sentiment de bien-être à l'intérieur de nous, comme si tout allait bien, on se sent en confiance, on ne se pose plus aucune question. Pense à liker ce contenu et à t'abonner pour mon propre bonheur. On se rend compte d'une chose, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux. Et est-ce que le bonheur nous permet de nous adapter à des situations? On voit déjà un petit peu plus clair. Le but est donc de s'éloigner de la souffrance et de la disparition et se reproduire avant de mourir. Et on pourrait se poser la question, est-ce que ce sont les plus heureux qui ont survécu dans notre vie? Est-ce que nos ancêtres étaient très heureux ou très anxieux? Première théorie, être anxieux est égal survie. Imaginons il y a 4000 ans, deux personnes, une personne anxieuse et une personne bien dans sa peau, heureuse, qui ne se pose pas de questions. Les deux sont en train de cueillir des baies tranquillement et les deux entendent un bruit dans la forêt. Un bruit de craquement dans un buisson à quelques mètres d'eux. La personne anxieuse fait directement un bond de 2 mètres en arrière, prête à fuir ou à se friser ou à combattre. Et la personne qui se sent bien reste là sur place en se disant que ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça arrive 9 fois ça. À la 10e fois, ce n'est pas un bruit sur un bâton, c'est un ours qui sort de la forêt. La personne anxieuse va survivre alors que la personne heureuse qui était là tranquillement va se faire
dévorer. Donc il y a toute une théorie qui dit que nos ancêtres les plus anxieux sont ceux qui ont survécu. Bonne nouvelle, avoir de l'anxiété, un sentiment malheureux, c'est complètement normal et ça fait partie de la vie. Déjà, je sais pas toi, mais moi ça me soulage de me dire, s'il te plaît, dis-moi à l'instant T, en commentaire, ta note sur 10 de bonheur actuellement. Moi perso, je suis content de faire cette vidéo, je dirais que je suis à 8 sur 10. Et toi? Donc est-ce que ce serait pas ça, être heureux, dépasser nos plus grandes peurs et devenir antifragile? Le mot est posé. Antifragile, ce terme qui vient de Nassim Nicolas Taleb, que l'on voit dans certains de ses ouvrages, et qui exprime la capacité de l'être humain à devenir plus fort face à une contrainte, lorsqu'il l'a dépassé bien sûr. Un de mes plus grands bonheurs, par exemple, et qui m'a rendu très très fort, c'est lorsque j'ai réussi à sortir des crises d'angoisse. J'étais dans des crises d'angoisse depuis 1 an, ça me travaillait, j'étais faible, j'avais de l'anxiété sociale. Un jour, je me suis posé pendant une séance de méditation. J'ai réussi à complètement affronter ces crises d'angoisse. Elles ont disparu à tout jamais parce que grâce à cet affrontement, j'ai eu un sentiment de bien-être, d'euphorie qui était lié à ma capacité à dépasser complètement ces crises d'angoisse. J'avais pris en confiance en moi et en confiance vis-à-vis de la vie. J'étais devenu plus fort, antifragile vis-à-vis des crises d'angoisse. Alors, si l'anxiété, si ces défis nous permettent de devenir si compétents, quelle est la place du bonheur? Pourquoi ce bonheur est là? Après tout, si quand je suis stressé, quand je suis anxieux, ça me permet de me dépasser pour dépasser les choses, qu'est-ce que ce bonheur fait là? Le bonheur serait là comme une sorte de récompense qui nous donne l'envie de. Sans bonheur, pas d'envie. Et dans ces cas-là, on se laisserait dépérir tranquillement et on n'affronterait pas nos difficultés. Quand on parle de génétique et de bonheur, il y a un chiffre qui revient tout le temps, c'est le 50%. 50% de notre bonheur serait lié à notre génétique. Ce serait quelque chose qui serait inscrit en nous à notre naissance. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais je pense qu'il n'a aucune valeur scientifique. Des études ont été faites sur des jumeaux, des monozygotes ou non, qui ont vécu dans le même environnement ou non, et on peut voir en effet que la génétique a un rôle, mais ce qui a le plus grand rôle, c'est l'environnement et l'éducation que vous avez eue, bien sûr, et ce que vous en faites. Ok, donc le bonheur, il nous permet d'avoir une certaine stabilité, peut-être, d'avoir envie d'eux et de rendre les interactions sociales peut-être plus agréables, plus confortables. Est-ce que c'est suffisant, du coup, pour être à la recherche de celui-ci, toujours un peu plus? Le bonheur nous permettrait aussi de rester dans une certaine situation, de ne pas faire n'importe quoi. Comme si il nous permettait de se dire, ok, ce que j'ai, c'est bien, ne prends pas le risque de le perdre. Et on peut voir qu'en matière de changement, l'être humain est très complexe. Il a énormément de mal à changer une situation qu'il connaît. Il préfère une situation désagréable qu'il connaît plutôt qu'une nouvelle situation, même si celle-ci sera plus agréable à long terme. L'être humain adore ce qu'il maîtrise. Les émotions désagréables vont arriver lors de moments difficiles et vont peut-être nous permettre de les dépasser, de les voir d'une façon différente. Et les émotions agréables sont celles vers quoi on va aller, la direction que l'on va prendre, comme un équilibre parfait pour créer une vie d'humain. Imaginons maintenant notre bon vieux Pierre qu'on a vu tout à l'heure. Il souffre car son patron le met à la porte. Il ressent une grande tristesse à l'intérieur de lui, une grande souffrance, même de l'anxiété, parce qu'il sait que maintenant, il va devoir trouver une façon pour avoir des revenus, car il doit payer les charges de sa maison, l'école de ses enfants, sa nouvelle voiture. Et peut-être que toutes ces sensations à l'intérieur de lui vont lui amener de l'énergie, vont lui permettre de déployer plus d'énergie qu'en temps normal pour trouver des solutions. Comme ce chasseur-cueilleur qui irait chasser ou cueillir lorsqu'il a faim. Et peut-être que quelques mois plus tard, il trouvera un nouveau job, sera peut-être même chef de sa propre entreprise et sera bien plus épanoui. Et dans ces cas-là, il pourra regarder en arrière avec une certaine satisfaction d'avoir dépassé une épreuve de plus. Alors, dans notre recherche, ça se précise, mais il y a toujours une chose qui ne va pas. Pourquoi le fait de rechercher ce bonheur nous éloigne de lui? Et j'ai trouvé de nombreuses choses sur Internet qui vont pouvoir expliquer ça. Mais je précise, c'est la recherche directe du bonheur qui nous amène à s'éloigner de lui, pas la recherche indirecte. On en parle juste après. La recherche directe du bonheur nous rendrait malheureux car les émotions désagréables ne peuvent être évitées. Notre vie est confrontée à l'extérieur, aux rencontres, à l'aléatoire, au hasard et certaines choses de notre vie vont forcément créer des émotions désagréables. Refouler ces émotions et renfouler ces émotions désagréables, ce serait leur donner de la force. Car une émotion, lorsqu'elle n'est pas écoutée, va devenir un sentiment et va prendre de plus en plus de place, comme une lettre qu'on nous apporterait. Puis ensuite,
un huissier qui viendrait toquer, puis ensuite la police qui viendrait vous chercher chez vous. Une émotion non écoutée va se développer. On peut voir donc que notre panel d'émotions est nécessaire, agréable comme désagréable. Elles ont tout un rôle et elles vont toutes nous permettre de devenir quelqu'un d'épanoui. Si je refuse complètement mes émotions désagréables et que je me flagelle parce que moi, je suis à la recherche du bonheur et que du coup, je ne devrais vivre que du bonheur, je sais directement que ça va m'amener droit dans le mur. Alors, je ne vais pas vous laisser dans la galère. Parce que là, on a expliqué un peu toutes ces notions autour du bonheur, mais maintenant, on va aller dans le pratique pour trouver de vraies solutions pour développer enfin notre bonheur et notre épanouissement. Avant de passer à la méthode Spire qui va te permettre de développer vraiment ton bonheur, dans la description, tu as plusieurs liens, des informations vis-à-vis des recherches que j'ai faites dans cette vidéo et 2 liens qui vont te permettre de transformer. Un qui donne accès à une communauté de personnes qui veulent grandir, trouver le bonheur, s'épanouir, dans lequel j'envoie du contenu régulièrement. Un deuxième pour rentrer directement en contact avec moi, échanger, pour t'aider par le coaching à transcender les difficultés que tu rencontres et retrouver de nouveau ce fameux bonheur. Alors, lorsqu'on cherche des méthodes pour trouver le bonheur, il y a tout sur Internet. La méthode en 10 points pour trouver le bonheur, la méthode en 5 points, transforme ta vie cet été, il y a absolument tout et n'importe quoi. Je suis tombé sur quelque chose qui a titillé ma curiosité et qui m'a fait me dire peut-être que là, c'est la bonne direction où aller. J'ai trouvé cette méthode de ce spécialiste en psychologie positive et écrivain sur le sujet, la méthode Spire. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Le S est pour spirituel, avoir un but au travail, à la maison. Lorsque l'on est croyant, que l'on croit dans une religion, la vie est plus facile parce qu'une partie de nous est connectée à une mission plus profonde, plus loin. Lorsque l'on est athée, il va falloir développer sa spiritualité, savoir pourquoi nous faisons les choses. Par exemple, pour moi qui ai vécu des crises d'angoisse, de l'anxiété, un manque de confiance en soi et beaucoup de malheur, ma mission de vie est d'apporter aux gens ce bien-être, ce sourire, cette envie d'avancer par ces vidéos, par le coaching et par l'accompagnement. C'est une des très grandes valeurs spirituelles de ma vie d'amener ça. Et j'ai aussi bien sûr plein de croyances, plein de choses qui m'amènent à évoluer avec ma famille, avec mes proches et aller de l'avant. Donc le spirituel fait partie de cet épanouissement et permet d'avoir accès au bonheur. Deuxième, le P pour physique. Notre société manque de récupération face aux agents stressants. Téléphone portable, malbouffe, pollution, stress, relations compliquées, heures de travail, manque de temps, accélération du rythme, tout ça doit être compensé par une récupération, du repos, passer du temps avec ses proches, méditer, apprendre à respirer, se balader en forêt, faire du sport à haute intensité, faire du sport à basse intensité, profiter avec ses proches. Il faut absolument prendre le temps de récupérer pour pouvoir avoir accès au bonheur. Vous devez être dans de bonnes dispositions, avec une bonne énergie. Une énergie nouvelle chaque matin. Pas l'énergie du burn-out, de l'anxiété, du cortisol. Donc, le corps est tout aussi important que l'esprit ou l'état d'esprit dans lequel vous abordez votre vie. C'est le vaisseau avec lequel vous avez traversé toute votre vie. Prenez soin de lui. Le troisième, le I pour intellectuel. L'intelligence pour moi, c'est faire le lien entre toutes les choses, avoir des connaissances et les connecter. Et c'est ce qui crée la passion dans la vie, l'envie de faire les choses. Je vais te donner mon exemple personnel. Je suis coach depuis plus de 8 ans, coach sportif. Je me suis beaucoup formé, ce qui fait que lorsque je vois quelqu'un bouger ou un groupe bouger, je vois directement des centaines d'éléments. La position des pieds, la position des genoux, la position du tronc, la mobilité des épaules, la position de la tête. Je vois le mouvement, comment il est fait, la biomécanique. Je vois si la personne est anxieuse, si elle est mobile, si elle résiste. Tous ces éléments que je vois, je les mets les uns avec les autres. Je fais des liens avec la nutrition, avec ceci, avec cela. Et c'est ce qui rend ce métier si passionnant. Si tu développes ton intelligence dans certains domaines, tu vas pouvoir faire des liens et créer vraiment une vie passionnante qui va te donner envie de faire les choses. Et crois-moi, tout peut se transformer. Quand j'étais gamin, j'étais le gamin qui dit « je m'ennuie ». Et il m'a fallu des années pour complètement casser ça et passer de quelqu'un qui s'ennuie bêtement à quelqu'un qui est passionné par les choses de la vie. Le R est pour relations. Les relations sociales sont très importantes. Je vois une nouvelle génération de jeunes de 18 à 25 ans qui est dans le mode work hard. Je me coupe de tout et je réussis ma carrière les 10 premières années et ensuite je suis tranquille. Ça va créer des psychopathes. Nous avons besoin de relations sociales et je pense que c'est nécessaire de prendre du temps dans sa semaine pour créer ces relations sociales.
qu'elle soit réelle ou virtuelle, on en parlera juste après avec l'apport de la science pour développer son bonheur. Mais vous ne pouvez vivre isolé. Les êtres humains sont des êtres sociaux qui sont faits pour vivre en communauté. Et nous ne pouvons changer des milliers et des milliers d'années en seulement 10, 15, 20 ans. Alors, sors, souffle, respire, accepte que parfois ce soit difficile et compliqué et désagréable. Et va manger un bon bout avec des amis en regardant la nature ou le soleil. Quel beau programme. Et le E pour émotion, accepter les émotions désagréables, car elles font partie de la vie. Je vois dans les personnes que j'accompagne ce refus de vivre des choses désagréables. Et plus je vais être dans l'évitement, plus les choses vont se développer. Si je refuse d'affronter ma phobie, elle va grandir. Si je refuse d'affronter les crises d'angoisse, elles vont grandir. Si je refuse d'affronter mes émotions désagréables, elles vont grandir à l'intérieur de moi. Lâcher prise et acceptation. Bon, ok, c'est sympa tout ça. Mais ça ne nous dit pas ce que la science nous dit. Comment vraiment développer notre bonheur? Alors je suis allé encore plus en profondeur. Lorsqu'il s'agit de neurosciences, c'est toujours la même chose. Andrew Huberman, magnifique, il a fait une vidéo de plus de 2 heures sur le bonheur. Le lien est dans la description si tu veux voir ça. Avec lui, je vais te résumer cette vidéo. Nous allons voir 6 points qui vont te permettre de développer ton bonheur. Premier point, nous avons 2 choses. Le bonheur naturel et le bonheur synthétique. Celui qu'on fabriquait, qu'on pourrait aussi appeler autocré. Le bonheur naturel va arriver lorsque j'ai une bonne nouvelle, je réussis un diplôme, je réussis un examen, j'ai une augmentation, je me marie, j'ai une bonne nouvelle, je fais une rencontre. La notion de bonheur synthétique, c'est faire en sorte de développer son environnement et son bien-être indirectement. C'est-à-dire que c'est pas je veux être tout le temps heureux, c'est je maximise mes chances d'être heureux. Première chose, avec mon environnement, l'endroit dans lequel je travaille, l'endroit dans lequel je vis, va contribuer énormément à mon bien-être. Je vois des personnes qui vivent dans des villes grises, qui n'ont jamais pris la peine d'explorer d'autres endroits, qui se disent que c'est le seul endroit dans lequel elles sont bien. Elles passent une vie grise, monotone, qui ne les épanouit pas, sans jamais prendre la peine de sortir de l'environnement. Pour te donner un exemple plus précis, l'endroit dans lequel je travaille, ce bureau que j'ai fabriqué avec ma copine, cette pièce que l'on a chez nous, elle donne sur de la nature. J'ai mis de la nature derrière, je me suis mis une petite ambiance et je travaille toujours avec un fond musical qui me plaît. Si je devais travailler dans un labo enfermé avec des lumières artificielles, ce serait la dépression pour moi et ce serait impossible d'être heureux. Alors ça paraît évident, mais pose-toi la question. Qu'est-ce qui dans ton environnement direct t'épanouit et au contraire te met malheureux? Moi, c'est vide. J'aime que ce soit minimaliste. Quel est ton type d'environnement? Musical, visuel, même kinesthésique. Est-ce qu'il fait bon? Comment tu te sens? Est-ce que tu es bien installé? Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, la gratitude, chose dont on parle très souvent. Cette capacité à voir ce que nous avons déjà. Encore une fois, pas besoin de réfléchir pendant des heures à son bonheur. Le matin et le soir, faire des exercices de gratitude où je vais fermer les yeux et me dire que j'ai de la chance d'avoir mon corps entier, car c'est une vérité, certains n'ont pas ça. Je peux voir, je peux entendre, je peux bouger, j'ai une certaine richesse, etc. Et le fait de dire merci à tout ce que j'ai déjà va créer un sentiment de bonheur. Le fait de faire ça le matin et le soir va enfermer ta journée, va l'englober plutôt dans ce bonheur et va te faire te sentir plus épanoui et plus heureux. Troisième point, il a recherché qu'est-ce qui nous rendait très heureux dans ces relations sociales, c'est le don aux autres. Cette étude d'Elizabeth Dunn, dépenser de l'argent pour les autres favorise notre bonheur. Une fois les besoins de base comblés, le niveau de revenu n'a plus un impact énorme sur le bonheur. Cependant, une dépense prosociale, donc donnée à quelqu'un en dehors du travail, plus élevée est associée à un bonheur nettement supérieur. Encore plus loin, les personnes qui reçoivent un bonus et donnent une partie sont plus épanouies et encore plus heureuses à l'idée de recevoir cette prime pour pouvoir donner aux autres. Donc la prime que je vais recevoir, elle me fait encore plus plaisir car je sais que je vais pouvoir donner aux autres. Donner des ressources sous forme de temps, d'argent, d'efforts est très bénéfique pour synthétiser le bonheur proportionnellement à la mesure dans laquelle la personne a besoin d'être aidée. Donner 1 million à un milliardaire n'aura aucun intérêt. Donner 1 million à quelqu'un qui n'a rien, ce sera son plus grand bonheur et ce sera ton plus grand bonheur. Il n'essaie pas de donner 1 million, mais tu l'as compris. Du temps, de l'argent, des efforts, absolument ce que tu veux. Donc, peut-être que tu peux essayer de donner un petit peu et voir ce qui se passe derrière. Quatrième point qui m'a étonné, il a étudié la concentration et le bonheur. Les personnes qui sont le plus capables d'être focus pendant un temps sur une seule tâche sont plus épanouies, même si cette tâche n'est pas agréable. 2 cas de figure,
Imaginons notre fameux Pierre qui travaille sur une tâche qu'il déteste pour son travail, mais qui arrive à faire sa tâche jusqu'au bout sans s'en sortir. Il sera épanoui. Imaginons Pierre qui fait une tâche qu'il adore, travailler, faire cette vidéo, ce qu'il veut, mais qui sort de cette tâche et qui y revient, qui n'arrive pas à être resté concentré. Il sera moins épanoui que le Pierre qui a fait une tâche désagréable, focus jusqu'au bout. Donc, la capacité de concentration est très importante pour ton bonheur. C'est assez problématique parce que je vois que la capacité de concentration diminue. On travaille, on va sur les réseaux. On travaille, on fait ceci, on travaille, on fait cela. Alors que nous devrions travailler en pomodoro, etc. Bon, j'en ai parlé des dizaines de fois. Donc, tu peux travailler sur ta concentration pour être plus heureux. Point numéro 5, lien social et bonheur. Des études ont été faites. Une zone cérébrale appelée gyrus fusiforme des visages, dédiée au traitement des visages dans la vie réelle et sur les écrans, est très liée aux zones du cerveau associées à l'émotion. Voir tes amis, voir tes proches et encore mieux, pouvoir les toucher, être en contact, sentir qu'ils sont là, va créer énormément de bonheur, va créer énormément d'émotions positives à l'intérieur de toi. Et dernière chose qui, elle aussi, m'a surprise, tu sais que je suis à la recherche de liberté, de cette liberté de refuser la contrainte et qu'on me dise quoi faire. C'est quelque chose qui drive toute ma vie. Mais lorsque les gens ont un nombre continu de choix, cela peut conduire à une diminution du bonheur. Des études ont été faites avec des étudiants qui avaient le choix entre plusieurs œuvres à accrocher chez eux, par rapport à certains qui n'avaient qu'un seul choix et ne pouvaient plus revenir pour changer l'œuvre. Ceux qui avaient un seul choix étaient bien plus heureux, épanouis de leurs œuvres que ceux qui avaient une multitude de choix qui pouvaient revenir, changer, etc. Nous sommes plus heureux après avoir pris une décision si nous ne laissons pas la possibilité de changer d'avis. Et ça, c'est très important. Ça ne contredit pas le fait d'avoir beaucoup de choix et d'avoir de la liberté. La seule chose que ça dit, c'est que lorsque j'ai pris une décision, je vais à fond dans cette décision sans la remettre en question. Je ne peux pas faire les choses à moitié et attendre que je sois très épanoui. Je dois prendre une direction et la suivre. Le cortex préfrontal, impliqué dans la prise de décision, consomme beaucoup d'énergie. Ton cerveau saturera et te fera sentir malheureux si tu n'arrives pas à prendre une décision sans faire appel en permanence à ce cortex. Est-ce que je dois faire Prends ta décision et suis-là. Nous arrivons sur la fin de cette vidéo. Nous n'avons pas parlé d'argent et de bonheur. Nous n'avons pas parlé de tout ce qui va être le bonheur naturel, tout ce qui va pouvoir le développer. Bien sûr, pouvoir subvenir à ses besoins, être loin du stress va augmenter notre niveau de bonheur. Les revenus à partir d'un certain seuil n'auront plus d'impact sur notre bonheur. Il faut quand même y aller, il faut quand même y en avoir quelques-uns. Le stress va impacter notre malheur, etc. Bref, une fois que nous sommes en sécurité, que les conditions de base sont réunies, nous pouvons complètement travailler sur notre bonheur synthétique, ce bonheur que l'on fait. Pense à t'abonner à cette chaîne pour ton épanouissement personnel, pour ce don de toi, à liker cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.